Mais oui. Mais en même temps, c'était l'occasion de balayer quand même. On vit quand même un moment un peu particulier. Ou singulier plutôt singulier que particulier. À mon avis, si on ne fait pas de la politique, on risque de faire de la brasse coulée. Donc on a plus intérêt. C'est pour ça que je vous ai envoyé beaucoup de documents, y compris à 11h, on n'a pas pu avoir la totalité. À 11h, Pierre Laurent, Chassaigne, avec Bocara et Pierre Laurent ont présenté notre projet de loi, proposition de loi, puisque les députés font des propositions et c'est le gouvernement qui fait un projet. Proposition de loi sur sécurité, emploi, formation. Voilà, donc aujourd'hui, on a besoin quand même, surtout que le document que je vous ai envoyé sur ce qu'ils appellent la CEF, c'est 71 pages, 12, il faut se coltiner, en plus il faut connaître un petit peu. Ceux qui ont connu aux années 80 ce qu'avait fait le père Paul Bocara se rappellent, puisque c'est lui qui était l'initiateur. Voilà. Donc pour dire qu'on est dans un moment où on a besoin de cultiver son jardin. Donc je vais partir de l'investiture du minoritaire Donald Trump. La semaine dernière est l'un des événements fondateurs du basculement vers le monde qui vient. Il n'est pas un monde de neuf, mais un monde inquiétant, miné par des multiples crises qui le rendent imprédictible. Les puissances d'argent utilisent la crise qu'elles ont provoquée pour manipuler un basculement politique en étouffant les colères populaires. Il s'agit pour elles de réorganiser les pouvoirs au sommet, mais aussi les forces politiques et médiatiques pour mieux continuer d'exploiter, de trahir, de diviser, d'humilier l'immense majorité de celles et de ceux qui n'ont si rien, si peu ou rien. Il y a cette vieille thèse réactionnaire selon laquelle les riches doivent s'enrichir pour investir et porter dans le cadre national la dynamique économique. Au-delà des logiques de guerre que sous-tend cette nouvelle forme de compétition entre les capitalismes nationaux, les travailleurs risquent d'en subir les sévères contreparties. Il y a urgence à contrecarrer ce mouvement, en commençant par repenser de fond en comble la construction européenne pour la sortir des politiques d'austérité, de désindustrialisation, de démolition des services publics, d'affaiblissement continu de notre agriculture. Au-delà, c'est-à-dire des initiatives nouvelles visant à fédérer les forces progressistes et démocratiques à l'échelle du monde qu'il faut travailler, à l'international du nationalisme, opposant celle du progressisme et de l'émancipation humaine. Certes, le chantier paraît à nos yeux colossal, mais les contradictions actuelles obligent à ouvrir des voies nouvelles dont la France pourrait emprunter le chemin. Ce devrait être l'un des débats fondamentaux des élections présidentielles et législatives pour sortir des sentiers battus afin d'initier un grand mouvement populaire et citoyen vers un nouvel âge du progrès social, démocratique et environnemental. La responsabilité des communistes est immense. Alors, est-ce qu'il y a maturation en cours? La question peut être posée. On pensera ce qu'on voudra de Benoît Hamon et de la primaire socialiste, dont il vient de sortir largement vainqueur, mais au moins une chose est sûre désormais. L'instinct de survie de gauche des militants socialistes nous dit quelque chose d'assez fondamental sur le moment politique, et singulièrement sur le peuple de gauche lui-même. Car cette victoire, aussi inattendue pouvait-elle paraître, il y a 2 mois encore, voire même quelques jours, marque non seulement une volonté de rupture brutale avec le hollandisme et le walisme, mais surtout elle installe dans le débat plus global des propositions supplémentaires pour une véritable alternative. Analysons donc la situation au plus près de sa réalité et mesurons le chemin parcouru au fil du quinquennat. Si ce vote est une bonne nouvelle pour la gauche, tout entière, allons déjà plus loin. Au cœur de ce grand chamboule-tout, que Jean-Luc Mélenchon nomme à juste titre le dégagisme, il nous reste prioritairement à observer ce qui constitue sans doute la principale leçon des dernières semaines. Le besoin de vraie gauche est là. Tellement là que beaucoup de libéraux de droite comme de gauche, alors avec un mot accent circonflexe, prennent peur. Ils doivent pourtant s'habituer à l'idée. La gauche de transformation sociale pèse beaucoup plus lourd que certains ne l'imaginent. Peut-être nous-mêmes, c'est dire
la marge que nous avons. Voyons bien le phénomène de maturation en cours et à quel point cela donne du crédit et de la force à tous ceux qui ont construit des contenus alternatifs crédibles et donnent de la cohérence depuis longtemps à ce qu'ils proposent. Malgré les railleries de toute la médiacratie et le mépris de classe des ordo-libéraux, cette bataille d'idées ne vient pas de nulle part. Elle a labouré en profondeur la société et la primaire socialiste n'en est qu'une expression complémentaire. La défaite cuisante du libéralisme au sein même du PS, et je ne déclinerai pas ce qui se passe en ce moment, ouvre un nouveau chapitre de débat en profondeur dont l'issue reste incertaine. Mais la gauche républicaine et sociale est bien vivante. Elle est loin d'être en lambeaux comme j'ai pu le lire et l'entendre. Comme est vivant le peuple de gauche, qui ne veut plus entendre parler ni de trahison, ni de renoncement. Fillon déstabilisé par son programme. Alors, j'ai fait ce texte il y a quelques heures. Depuis, les événements ont évolué. Mais moi, je ne tiens pas compte des événements. Voilà, vous prenez, il y a ce que disent les médias par rapport à les sujets donnés, et après, il y a le fond de la question. Moi, je suis sur la fond de la question. Je suis Fillon ou un autre. La droite française présente, et a choisi de présenter à l'élection présidentielle, un candidat incarnant ses valeurs les plus traditionnelles. Pour l'emporter, François Fillon devra non seulement réfuter, ou un autre, les soupçons d'emploi fictif visant son épouse, ses enfants, mais aussi et surtout élargir sa base sociale. La radiographie de son équipe, ses soutiens, ses alliés, ses conseillers révèle à quel point son assise est étroite. Le candidat de la droite ne bénéficie plus des effets de son écrasante victoire à la primaire. Y compris dans son camp, il doit désormais se conforter à l'ensemble des électeurs et les convaincre d'avaler sa potion ultralibérale. Pas sûr que ça marche, au-delà des affaires qu'on connaît. Après l'état de grâce, le retour à la réalité, le champion de la primaire de la droite, François Fillon, doit s'adapter à un environnement qui lui est moins favorable, l'ensemble des électeurs français. Au mois de novembre, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy avait créé la surprise en écrasant ses adversaires à la primaire. Non seulement l'ancien président de la République, mais aussi celui qui était présenté comme le favori Alain Juppé. Cette victoire, François Fillon la devait à l'électorat de droite qui souhaitait donc un candidat bien ancré dans ses valeurs traditionnelles, avec son programme ultralibéral inspiré de celui de ce on se rappelle de Margaret Thatcher, et un discours sociétal ultra-conservateur. François Fillon avait réussi à rassembler le noyau dur de la droite. Mais désormais, le candidat officiel de la droite à la présidentielle doit convaincre une majorité de Français dont les aspirations, pour beaucoup d'entre eux, sont loin de son programme économique et social très radical. Et puis, deux mois après sa victoire, les difficultés commencent à s'accumuler pour François Fillon. Plus diplomatiquement, Le Monde titrait le 20 janvier « François Fillon cherche sa dynamique ». Alors j'en viens aux inquiétudes de la droite, car même si elle reste pour l'instant bien placée, alors aujourd'hui, le sondage Sofres vient de démentir ce que je vais dire, mais un sondage, c'est un sondage, ça ne fait pas une élection. Du fait notamment de l'état de la gauche après le quinquennat de François Hollande, l'ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy est en chute dans les sondages. Et c'était bien avant ce qu'on appelle ses affaires. Les signes de cette inquiétude, des proches de ses anciens adversaires de la primaire commencent à contester la conduite de sa campagne. On a entendu notamment des responsables des Républicains, tels Estrosi, Wauquiez, tous deux proches de Sarkozy, s'inquiéter de son programme libéral trop brutal. Non pas que ces deux membres de la Sarkozy se soient découverts d'une fibre sociale, mais surtout parce qu'ils s'inquiètent des effets de certaines propositions sur l'évolution de la campagne présidentielle. La fin des 35 heures, la fin des heures supplémentaires, la suppression de 500 000 emplois publics, la retraite à 65 ans, la potion est peut-être un peu trop amère pour une campagne présidentielle qui soit couronnée de succès. En 2007, Nicolas Sarkozy avait justement réussi à rallier une partie du vote populaire que le FN capte aujourd'hui beaucoup plus largement, encore que, et au centre, Emmanuel Macron, lui, séduit une partie de l'électorat de droite, ça se confirme, ou de centre-droit, avec un programme ultra-libéral, très libéral, mais sans promettre du sang et des larmes à tous les Français. Convaincra-t-il dans un scrutin qui ne ressemble à aucun autre et où les électeurs peuvent être imprévisibles? Alors, des sacrifices. Outre un rappel à l'ordre aux partisans de ses anciens adversaires, pour faire entrer tout le monde dans leur rang, François Fillon tente donc de rassurer sur ses intentions.
je parle politique, sans bouger une virgule de son programme. Il explique désormais que ces sacrifices qu'il compte imposer aux Français, à coup d'ordonnance dans les 3 mois qui suivent, vrai son élection à la présidence de la République, serait indispensable à un redressement du pays dont les électeurs récolteraient les fruits. Pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre dans un scrutin présidentiel qui ne va pas ressembler à aucun des précédents, et où les électeurs peuvent se révéler très imprévisibles. François Fillon a déjà connu, pareil il est convenu à l'échelle de sa famille politique. Après la défaite de Sarkozy en 2012, il s'était retrouvé en première ligne et le mieux placé pour reprendre le flambeau. Avant qu'un scrutin, imprévisible aussi, mais pour d'autres raisons, interne à l'UMP, ne le neutralise en même temps que son rival de l'époque, Jean-François Copé, et ne provoque le retour de Nicolas Sarkozy. L'élection présidentielle aura lieu dans moins de 3 mois, alors que le paysage se fixe avec les résultats de la primaire du PS, c'est une route encore longue pour François Fillon et bien sûr la droite. Alors, maintenant, on peut dire qu'une autre histoire peut s'écrire. Et là, ça commence à nous intéresser. Une autre histoire peut s'écrire, écrivez aujourd'hui 30 janvier, proposition de loi pour sécuriser l'emploi et la formation qui pourrait chambouler le débat d'idées qui s'amorce à l'approche des élections. Des commentateurs, des économistes, des dirigeants politiques ou d'entreprises insistent sur les effets potentiellement dévastateurs pour l'emploi, les conditions de travail, les rémunérations de la révolution numérique en cours. Alors, je fais une petite parenthèse. Sur cette proposition, c'est un contrepoint à le salaire universel. Voilà, c'est véritablement nos propositions qui vont, je dirais, porter autre chose que le salaire universel. Et c'est à développer. La plupart d'entre eux, donc je reviens, la plupart d'entre eux, et même certains à gauche, l'assimilent à un tsunami économique et social contre lequel on ne pourrait pas grand-chose, je parle de la révolution numérique, sinon en limiter les effets en appliquant quelques pansements antidouleurs sur le corps social. Le projet de loi propose, pour ceux qui l'ont lu, lui, d'engager une véritable révolution copernicienne. Non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Non, la révolution numérique n'est pas en soi briseuse d'emploi. Cela dépend des critères que l'on définit pour la mettre en œuvre. Non, ce n'est pas le capital qui crée les richesses, même s'il y joue un rôle, ce sont les salariés et les travailleurs. Non, l'entreprise, ce n'est pas uniquement sa direction, c'est un collectif de travail qui doit disposer des droits et des pouvoirs. À ce sujet, ils ont développé, y compris dans la fonction publique, les droits des salariés. Ça mérite débat aussi, rien encore. Non, ce qui plombe l'efficacité du processus de production, ce n'est pas le coût du travail, c'est celui du capital. C'est l'importance de ces prélèvements à l'heure de la mondialisation libérale. Non, l'argent n'est pas condamné à servir éternellement les puissants, il peut être réorienté afin qu'il irrigue l'action humaine au seul profit des hommes et des femmes vivant de leur travail. Non, le chômage n'est pas un lourd rocher que les hommes devraient éternellement et péniblement pousser devant eux. Il peut être éradiqué, dont les jeunes ne sont pas condamnés à passer d'un petit boulot à un travail précaire, comme tout un chacun. Ils ont le droit de se former et de travailler dans la sécurité. Non, il n'y a pas que le travail dans la vie, la connaissance, l'art, la culture, l'échange, l'amour doivent pouvoir étendre leurs ailes. Et le projet prône de telles transformations, non pas malgré la révolution numérique, mais pour en favoriser l'essor au sein des hommes. Ce texte pourrait chambouler le débat d'idées. Il faut qu'on le porte, donc, ce texte. Certes, l'appareil médiatique risque de tout faire pour qu'il en soit autrement, pour claquemurer ces idées nouvelles qui bousculent les vieilles paresses intellectuelles et les commentaires serviles. À nous de lancer la boule dans le jeu de quilles. J'aborde un autre sujet, et le PCF soutient Jean-Luc Mélenchon. Et Pierre Laurent, après la victoire de Benoît Hamon, n'abandonne pas l'idée d'un nouveau contrat majoritaire à gauche. Lundi soir, Jean-Luc Mélenchon s'est entretenu par téléphone avec Pierre Laurent. La chose paraît banale, mais non, pourtant. Car ces derniers mois, comme vous le savez, les relations étaient plus que tendues. Des désaccords, des tacles à distance, le tout alors que le PCF soutient la candidature de Mélenchon. Une relation qu'on dirait de bizarre. Pierre Laurent a souvent fait le premier pas. Sauf que cette semaine, un événement a bousculé la donne. La victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste. Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été loin devant les socialistes dans les différentes enquêtes d'opinion, qui reste quand même fragile, a vu le député des Yvelines le doubler.
Ça se confirme aujourd'hui et très largement, de 7 points. Du coup, Jean-Luc Mélenchon, qui reste courtois avec Benoît Hamon, reçoit ses plans et reprend contact avec ses alliés d'hier, nous les communistes. Il était persuadé d'affronter François Hollande, voire Manuel Valls, pas un candidat qui place l'écologie, comme lui, et la 6ème République, comme lui, au cœur de son programme. Au milieu de tout ça, nous nous plaçons. Pierre Laurent a toujours expliqué 2 choses. La victoire de la gauche gouvernementale n'est pas certaine et le rassemblement de la gauche est possible. Hier mardi, il a convoqué la presse afin de se positionner dans le jeu. Il veut travailler un nouveau contrat majoritaire qui tourne la page de ce quinquennat désastreux. Et il soutient toujours la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire quoi concrètement? Avec Pierre Laurent, nous ne demandons pas à Jean-Luc Mélenchon ou à Benoît Hamon de se retirer. Non, nous savons que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, maintenant. Mais de discuter, comparer les programmes, travailler à un socle commun. Hein, ça vous rappelle rien, un socle commun, hein? Et de faire le point dans quelques semaines. Que dit Olivier d'Artigone, le porte-parole du Parti communiste, notre porte-parole? Personne ne connaît la suite. La situation reste incertaine. La gauche peut encore accéder au second tour. Il faut garder le contact avec toutes les parties et éviter de s'invectiver, car une grande alliance n'est pas impossible. Qu'attendent les électrices et les électeurs de gauche, du Front de gauche, du PCF? Alors, je ne vais pas vous asséner de chiffres, ce que je vais dire, c'est suite à un sondage qu'on a demandé à Vivavox de faire, et qui est au service des candidats, voilà, voilà. On aura l'occasion d'y revenir. Donc je vais donner pas des chiffres, de donner des grandes indications. Au niveau local, comme national, des citoyens sont en attente de protection face à la précarité. Au niveau local, comme national, des citoyens en attente de protection face à la précarité. À n'en pas douter, les citoyennes et citoyens portent un grand regard attentif vis-à-vis des collectivités locales. Avec les 2 tiers d'entre eux, donc je ne vous donne pas les pourcentages, hein, d'entre elles, qui déclarent que les politiques locales ont un impact important sur leur vie quotidienne. Et plus des 2 tiers qui souhaiteraient être davantage impliqués dans les grandes décisions, via des référendums et des plateformes en ligne, prioritairement et bien sûr de la proximité. En termes d'attente, ils et elles mettent en avant la sécurité, citée en tête des priorités, devant la protection de l'environnement et les transports. Des attentes locales entrant en résonance avec la montée des insécurités et des attentes de protection croissantes dans une société où 2 tiers de la population sondée se déclarent inquiète pour sa situation personnelle. Ainsi, les valeurs liées à la famille ou la sécurité arrivent en tête des citations, en tant que valeurs refuge face aux inquiétudes du quotidien et aux diverses insécurités physiques, délinquance, mais aussi terrorisme, ou sociales, travail, logement, santé, auxquelles tout à chacun semble confronté directement ou indirectement. Autre priorité croissante, l'environnement. Avec la moitié des Françaises et les 2 tiers des électrices et des électeurs communistes potentiels qui se disent proches des idées écologistes. Vous avez entendu, notre électorat, comment il est proche des idées écologistes. En dépit d'un constat sévère sur le quinquennat, les électrices et les électeurs de gauche soutiennent une logique de rassemblement. Le bilan est lourd. Plus des 2 tiers des Français et Français considèrent le quinquennat comme un échec, contre un quart autant une réussite qu'un échec, et seulement 4% une réussite. Auprès des sympathisants de gauche, les avis sont plus partagés, même s'ils restent critiques. Moins de la moitié d'entre eux considèrent le quinquennat comme un échec, plus de la moitié parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2012, et une moitié autant que réussite qu'un échec. Une déception forte ne faisant pas obstacle, toutefois une logique de rassemblement, souhaitée par les sympathisants de gauche, et même les électrices et électeurs communistes potentiels. Parmi ces derniers, écoutez bien, hein, parmi ces derniers, ils sont presque majoritaires pour privilégier un large rassemblement allant du Parti socialiste au Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Quand un tiers privilégie un rassemblement des forces de gauche opposées à la politique du gouvernement sortant. Un électorat de gauche encore dubitatif sur ses intentions de vote du printemps. Donc on est vraiment avec un électorat qui est attentif, qui écoute, qui regarde. Des questionnements stratégiques faisant écho à la forte indécision pour l'heure de l'électorat de gauche face à l'offre politique existante pour les élections à venir. Pour l'élection présidentielle, les électeurs et les électrices potentielles du parti
communistes, aux élections législatives aussi, sont ainsi en très grande majorité à déclarer pouvoir voter Jean-Louis Mélenchon. Mais ils et elles sont aussi 2 tiers envisagés de voter pour Benoît Hamon. Et cela avant sa victoire face à Valls, à la primaire du PS. Pour les élections législatives, le potentiel électoral d'un rassemblement comprenant le Parti communiste, le Front de gauche et les Insoumis est à l'heure actuelle, et il y a quelques semaines, il y a quelques jours, pardon, parce que ça a été donné le 28. Donc, voilà, toujours à prendre avec précaution. C'est 16%. Mais dans ces 16%, il n'y en a que 5% de certains. Quand une candidature Parti communiste, Front de gauche, uniquement, ça atteint 11%. Et avec 3% uniquement de certains. Et un rassemblement Parti communiste, Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, ça ferait 20%, mais 5% de certains. Il existe donc un espace ouvert pour les candidats communistes Front de gauche. Le potentiel de vote, ce n'est qu'une indication qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, et non donc un résultat, est autour de 11%. Celles et ceux qui peuvent voter pour un candidat que nous présentons viennent d'un électorat communiste, mais aussi de personnes ayant voté Vert, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, et en grande majorité de personnes qui se déclarent hors camp. Ils et elles se déclarent très majoritairement de gauche, anticapitalistes, attachés aux questions de l'environnement, inquiets sur la pollution, l'alimentation. Ça, on l'entend régulièrement. Il n'y a pas de porosité avec l'électorat Front National ou de la droite extrême. C'est intéressant. C'est ce que tu veux dire, merci. L'espace politique qui existe est lié également à l'histoire de notre parti et la figure politique de ses militants. En effet, ancrés dans chaque territoire, les communistes sont présents hors période électorale, dans les luttes pour les services publics, la poste, la santé, le ferroviaire, l'éducation, la justice, etc. Pour l'emploi, les projets industriels, les projets innovants. Présents tous les week-ends sur un marché, devant une poste, devant une boulangerie, etc. Avec l'assurance pour les gens qui seront encore présents après les élections. Même si certains disent que vous existez encore. Ce qui fait bien rire certaines de nos camarades qui, quand on leur dit ça. C'est un des points forts. Les élus communistes sont perçus, ce que je viens de dire, je vais dire, c'est un point fort, les élus communistes sont perçus comme étant proches des gens, des personnes qui les défendent. Le profil du député que nous voulons au Parlement, la majorité des électeurs potentiels Front de gauche, Parti communiste, exige qu'il ou qu'elle soit irréprochable sur le plan éthique, majoritaire pour qu'il ou qu'elle défende le territoire de sa circonscription, majoritaire pour qu'il ou elle ait une présence assidue à l'Assemblée nationale. Retenons de tout ce que je viens de dire que c'est précisément parce qu'il a pris ses distances avec la politique menée et sa dérive libérale que Benoît Hamon l'a emporté contre Valls. Qu'il s'en est réclamé de cette politique libérale. Ensuite, voyons dans le macronisme, tout bêtement la poursuite du hollandisme, mais est-ce inédit, rare, novateur et remarquable? Certes non, mais on ne voit pas non plus en quoi François Fillon ou un autre, qui est évidemment jusqu'à quand, c'est dire au total qu'on ne sait dans l'état actuel des choses de quelle manière le candidat socialiste va répondre aux injonctions des caciques du PS, entre la recherche d'une improbable synthèse ou le maintien de son projet. Sa position est fragilisée, mais en tout état de cause, et malgré les difficultés, c'est bien à gauche que la Terre peut tourner et doit tourner.